Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois Dr David Fortin, neurochirurgien au CHUS à Sherbrooke, pour discuter de son livre « Les saisons du cerveau, le chemin de la vie vu par un neurochirurgien ». David est médecin, chercheur et auteur, un amalgame qui me parle énormément. J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec Dr Fortin et vous aimerez l'écouter. Bonne écoute! Écoutez le balado pour courir la chance de gagner un exemplaire du livre du Dr Fortin. Dr Fortin a changé de résidence. Quelle spécialité avait-il choisi initialement? Visitez le site web et écrivez-moi pour me donner la réponse. Vous pourriez gagner un exemplaire dédicacé du livre « Les saisons du cerveau, le chemin de la vie vu par un neurochirurgien ». Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe TIGE, Eurofin Environex et Go Mouton. David, bon après-midi. Bon après-midi, Jean-Pierre. Merci de me recevoir. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation au balado La santé au-delà des mots. Ça fait quelques mois qu'on essaie de se coordonner, mais donc ça va être aujourd'hui. Et avant de rentrer en ordre... Deux chirurgiens, c'est pas tout le temps facile. C'est pas toujours facile avec les cartes, c'est ça. Donc, ça fait un moment que je voulais te parler de ton dernier livre qui s'appelle « Les saisons du cerveau ». Le chemin de la vie vu par un neurochirurgien, publié donc au Trait-Carré en 2023. Ouais. Et deuxième livre, puisque tu avais publié aux presses de l'Université du Québec en 2022, Le cerveau, une galaxie dans votre tête. Donc, puis, dis-moi, où trouves-tu le temps d'écrire? La nuit ou... Non, tu vois, c'est intéressant parce que le cerveau, une galaxie, ça fait 8 ans que c'était en chantier avant que ça sorte, cette affaire-là. Okay. Fait que ça a quand même été en gestation assez longtemps. Puis j'écrivais vraiment à temps perdu, là, la fin de semaine quand ma blonde était de garde ou le soir. Puis le deuxième, par contre, lui, ça a été plus un marathon que j'ai mené en fin de pandémie, je te dirais. OK. Comme tu sais, nos activités étaient affectées par la pandémie, fait que ça m'a donné un peu plus de temps pour écrire à cette époque-là. Là. OK, écoute, j'invite les auditeurs à lire ce livre. C'est excellent. Je veux dire, tu as un talent réel pour l'écriture. Donc, j'ai tenu compte de ta mise en garde aussi, parce que tu mentionnes dans le livre que ça t'agace. Alors moi, de toute façon, il y a comme une section club de lecture sur mon balado, donc je m'efforce de lire les livres de mes invités, donc ça fait des discussions plus intéressantes. Donc j'ai lu le livre au complet et c'est très intéressant, très bien vulgarisé. Est-ce que c'est difficile pour toi de vulgariser des propos quand même d'une complexité significative? En fait, oui, c'est intéressant parce que je te dirais pour mon premier livre, mon intention pour le premier livre, c'était vraiment ça, faire un livre de vulgarisation scientifique pour le grand public sur le fonctionnement du cerveau. Je dirais pas que j'ai manqué mon coup, mais je dirais par contre que ça s'adresse vraiment à un lectorat qui a un certain niveau parce que il y a des gens qui ont essayé de passer au travers qui l'ont trouvé costaud. OK. Je te dirais que le deuxième, il y avait une intention très, très claire de rendre ça beaucoup plus digestible. Puis là, je me suis dit, là, je vais essayer de vulgariser, mais dans des termes un petit peu plus populaires. Puis je pense que le deuxième est beaucoup plus digestible que le premier. Il est plus facile à lire. OK. Moi, j'adore ça, faire de la vulgarisation scientifique. Ça fait plus que 10 ans que je donne des conférences grand public sur le cerveau. Puis, tu sais, je me rends compte que les gens ont de la difficulté à trouver des fois un accès à une littérature qui est justement au niveau de monsieur, madame, tout le monde.
Puis, tu sais, moi, je vais te dire, honnêtement, je tripe sur la physique quantique. J'adore lire là-dessus. J'ai pas un bon background en mathématiques. Fait que j'ai beaucoup d'admiration pour les auteurs qui réussissent à me rendre ça à la portée. Fait que mon but, c'est d'essayer de rendre l'appareil aux gens qui auraient un intérêt pour le cerveau, là. En tout cas, c'est très bien réussi. Donc, T'es gentil. donc, le livre est grand public, mais intéressant, je pense, même pour les médecins, là. Peut-être, je verrais Oui. peut-être juste les neuro-oncologues comme toi, peut-être, qui n'y apprendront pas grand-chose, mais à part de ça, tout le monde va y trouver quelque chose. Mais donc, on sait pour qui, mais pourquoi ce livre, c'est un besoin pour toi d'être exprimé? Parce qu'il y a des choses personnelles dans ce livre-là. Ça ne parle pas seulement d'axones et de synapses. En fait, l'idée a germé. J'ai écrit une préface pour un livre qu'une de mes patientes avait écrit il y a longtemps, il y a une quinzaine d'années. Mm-hmm. Le livre s'appelait « Plus fou que ça, tu meurs », puis elle racontait son parcours chaotique dans le système de la santé. Elle m'avait demandé d'écrire la préface, fait que ce que j'ai fait. Puis après avoir écrit la préface, son éditrice m'a contacté et m'a dit « Hey, t'as l'air d'écrire pas pire, ça te tente-tu d'écrire un livre? » Fait que ça a commencé comme ça. Puis là, elle m'a suggéré toutes sortes de formules. Puis honnêtement, les formules préformatées ne m'intéressaient pas pantoute. Okay. Fait que j'ai dit, je vais partir sur mon plan à moi. Puis dans le livre, je raconte une vignette d'une jeune fille qui se fait frapper par un vélocycliste là, qui descend à toute vitesse la côte King puis qui meurt sur le coup, là. Puis moi, cette vignette-là, j'ai vécu ça quand j'étais résident en formation, puis ça m'a vraiment marqué toujours, là. Mm-hmm. Fait que la première vignette que j'ai écrite pour le livre, c'était ça. J'ai voulu raconter cette histoire-là parce que je trouvais que c'était le plus bel exemple de la fragilité de la vie, comment c'est ténu cette affaire-là. Puis là, tu sais, j'ai rajouté certaines vignettes à ça. Puis là, à un moment donné, il fallait donner une structure. Puis j'ai réfléchi longtemps à comment j'allais structurer ça. Puis je me suis dit, ben, dans le fond, je vais utiliser une chronologie qui est reflétée par mon parcours professionnel. Au début, le livre, je voulais que ça s'appelle « Les saisons de la vie ». Puis le cerveau, le patient et son médecin. C'était un peu ça le sous-titre que moi je suggérais. Là, évidemment, mon éditrice, elle m'a dit, ben non, les saisons de la vie, tu peux pas t'en aller là-dedans, c'est bien trop cucu. Faut trouver autre chose. Puis là, c'est elle qui est venue avec l'idée, les saisons du cerveau. OK. Tu vois, moi, j'étais pas sûr au début, puis finalement, moi, j'ai fini par l'acheter, puis c'est un peu comme ça que c'est apparu, ce projet-là. Est-ce qu'il y avait un enjeu de confidentialité? Parce que tu racontes des histoires, je me dis, les patients, à moins les patients vont se reconnaître, là, puis tu es critique parfois, on va y revenir plus tard, mais à l'égard peut-être des familles qui prennent des décisions pour leurs proches. Comment est-ce qu'on gère ça? J'ai trouvé ta question vraiment intéressante parce que je me suis questionné tout au long de l'écriture jusqu'où je me permettais d'aller dans les détails. Évidemment, il n'y a personne qui est nommé, mais je peux te dire que ça a eu effectivement certaines répercussions. Là, il y a une des histoires que je raconte où une fille, entre autres, refuse qu'on passe outre à la chirurgie de son père alors que je juge que moi, il ne devrait pas être opéré. Ben ça, cette histoire-là, ça a un peu rebondi là, parce que cette fille-là est comme réapparue dans les médias sociaux pour me lancer des tomates. OK. Elle s'est reconnue dans l'histoire, même si elle n'était pas nommée, pour dire que effectivement, son père n'avait survécu que 4 jours après la chirurgie que je suggérais qu'on omette là, compte tenu de son état fonctionnel qui était fort limité. Mais pour les autres vignettes, ou surtout celles où les patients sont clairement identifiables, j'ai demandé les permissions avant. OK. Donc, tu sais, j'ai comme la famille de Nathalie, la danseuse de ballet, entre autres. Je les ai contactés avant. J'ai demandé la permission d'écrire. Je leur ai envoyé le chapitre avant que ça soit publié pour voir s'il y avait des choses qui les heurtaient ou... Puis pour tous les gens à qui j'ai fait des approches comme ça, j'ai pas eu aucun problème. Aucun problème. Sauf peut-être l'épisode de la dame dans les médias sociaux. Oui, elle n'était pas contente, là, de toute évidence. Mais tu sais, elle n'est pas personnellement identifiable non plus que son père. C'est une vignette un peu générique, mais elle s'est reconnue là-dedans, de fait. Là. Ben, en fait, en étant chirurgien, on se reconnaît dans cette histoire-là. Là. C'est rien d'exceptionnel, honnêtement. On pourra y revenir tout à l'heure si tu veux. Écoute, je ne peux faire une entrevue avec David Fortin sans parler de la barrière hémato-encéphalique, donc qui est vraiment
qui a, comment dire, orienté ta carrière, finalement. Donc, Ouais, ouais. sans barrière hémato-encéphalique, tu ferais d'autres choses. Donc, qu'est-ce que c'est, là, pour nos auditeurs, qu'est-ce que la barrière hémato-encéphalique? Là, c'est pas une clôture, évidemment, là, mais c'est très efficace. Ben, Donc, dans le mot barrière hémato-encéphalique, il y a, bon, barrière, hémato veut dire sang, encéphalique veut dire cerveau. mhm. Fait que c'est virtuellement une barrière entre les vaisseaux sanguins qu'on a au niveau de notre cerveau qui empêche la grande majorité des molécules de traverser librement dans le cerveau. Ça fait que tu peux donner différents types de molécules, différents types de médicaments qui vont librement traverser au niveau du corps des patients, mais au niveau du cerveau, c'est limité. Puis cette limitation-là vient du fait que nos neurones, pour fonctionner, doivent être dans un environnement qui est finement régulé. Puis cette barrière-là assure cette régulation-là. Maintenant, pour nous qui traitons des tumeurs cérébrales ou d'autres maladies cérébrales qui demanderaient l'acheminement d'une molécule, ben, c'est un obstacle qui est assez considérable. Puis l'idée de reconnaître la barrière hémato-encéphalique comme une entité, c'est d'essayer de comprendre comment on peut contourner cette barrière-là pour acheminer des médicaments au cerveau. Est-ce que ça existe depuis combien de temps, ce concept de barrière hémato-encéphalique? Ça a été, écoute, ça fait longtemps, ça a été décrit au début du 20e siècle par un certain Gautier, qui était un Français, donc en 1906 ou 1907, si je ne m'abuse. Donc, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Maintenant, on a longtemps sous-estimé la portée de cet organe-là ou de cette entité-là, au sens où même, je me rappelle, moi, quand j'étais résident, j'allais à des congrès de neuro-oncologie, puis les gens ne s'occupaient pas du tout de l'aspect de la barrière hémato-encéphalique comme étant une entité bloquant les molécules. Okay. On savait que c'était là, on savait que ça existait, mais on se disait, bof, il y a des tumeurs, puis vu que les tumeurs sont présentes, la barrière, c'est pas un facteur significatif. C'est-à-dire que juste la seule présence de la tumeur va permettre de contourner cet obstacle-là. Puis je te dirais que c'est plus vers les années, au début des années 2000 qu'on s'est rendu compte que rien n'était plus faux, que la barrière, ça demeurait vraiment un obstacle majeur dans nos traitements. Donc avant cela, les gens présumaient que les molécules traversaient. Oui, absolument. OK, quand même. C'est intéressant. Tu sais, oui, c'est fascinant parce que tu avais des études qui sortaient dans la littérature qui montraient que des médicaments n'avaient aucune efficacité. Puis là, on regardait le mécanisme d'action du médicament en question. Puis c'est que quelques années, je dirais même quelques dizaines d'années plus tard, que les papiers ont commencé à sortir pour dire, finalement, notre molécule, elle ne se rend pas à sa cible. Elle n'atteint pas la cellule tumorale, en grande partie à cause de la barrière hémato-encéphalique. Fait que la non-efficacité de la molécule vient de là, essentiellement. Et non pas de la molécule elle-même. Et non pas du mécanisme moléculaire lui-même. Et toi, pour ouvrir cette barrière-là, pharmacologiquement, tu procèdes comment? C'est un résumé, Oui, il y a différentes méthodes, mais nous, la méthode qu'on utilise couramment, qui est la plus simple, c'est infuser un médicament qu'on appelle du mannitol, qui est un médicament à très haute osmolarité. On va infuser ça directement dans les artères à très haut débit. Puis ce que ça va faire, c'est que ça va provoquer un effondrement osmotique. Ça va faire que les cellules endothéliales qui forment la paroi des vaisseaux sanguins, ces cellules-là vont s'ouvrir. L'espace entre ces cellules-là va devenir praticable. Puis pendant une période d'à peu près 15-20 minutes, les molécules vont pouvoir traverser par cet espace-là. OK. Les médicaments vont pouvoir traverser. Est-ce qu'on pourrait imaginer, là, on sort peut-être de ton champ d'expertise, mais rendre éventuellement la barrière hémato-encéphalique imperméable à d'autres types de molécules? Je pense aux narcotiques, par exemple. Est-ce qu'on pourrait imaginer modifier la barrière pour empêcher certains médicaments de se rendre? Est-ce que l'idée me vient en t'écoutant? Je sais pas si... Tout est possible. Okay. La seule affaire, c'est que nous, comment on brèche la barrière, c'est vraiment une méthode physique. Puis en utilisant cette méthode physique-là, je ne pense pas qu'on pourrait renforcer la barrière. Okay. Mais tu sais, de manière intéressante, quand on a des patients, nous, avec des grosses lésions cérébrales, souvent, ils vont avoir un édème associé, une espèce d'enflure associée à la tumeur. Mm-hmm. Puis cette enflure-là vient du fait que la barrière est partiellement bréchée. Puis on est capable de restabiliser la barrière en donnant des médicaments comme des corticostéroïdes. Okay. Donc oui, ça se fait rendre la barrière un petit peu plus imperméable, mais plus imperméable que sa fonction de base, je ne sais pas comment on pourrait faire ça. Non. Est-ce que ça s'apparente au placenta? Parce qu'en médecine aussi, c'est une autre barrière dont on parle souvent, là, l'étanchéité, entre guillemets, là, qui isole le fœtus de sa mère. Oui, les mécanismes
d'isolation, si tu veux, sont différents. Okay. Mais effectivement, comme tu dis, il y a plusieurs barrières biologiques dans le corps. La barrière hémato-encéphalique, c'est probablement une des plus extensives. Hein? Tu sais que tu as pour 650 km de vaisseaux sanguins dans ta tête. Donc, chacun de ces vaisseaux-là est porteur de la barrière. Mais il y a des barrières au niveau des yeux, il y a des barrières au niveau des testicules, au niveau des ovaires, au niveau du placenta, comme tu l'as bien dit, exact. Donc, il y a d'autres formes de barrières biologiques dans le corps, effectivement, mais je pense qu'aucune va quand même, comment je dirais, compétitionner avec la barrière hémato-encéphalique qui est la plus extensive de toutes. Là. OK. Puis dis-moi, donc toi, tu traites des cancers du cerveau. Je pense que tu le dis d'ailleurs dans le livre, tu l'admets, ça demeure un mauvais cancer, le cancer cérébral. C'est toujours incurable. Okay. Je pense qu'on a fait, dans la communauté internationale, on a fait des avancées dans les derniers 20 ans. Je pense que la survie des patients a quand même été significativement bonifiée, mais ça demeure malheureusement encore et toujours une maladie incurable. Et puis dans ta pratique, comment tu gères ça, toi, après 25 ans environ, de traiter des patients qui ont un pronostic vital compromis? On s'habitue? Ben oui, malheureusement, je te dirais qu'on s'habitue. Je pense que la difficulté... Moi, je vais te dire honnêtement, là, quand je rencontre des patients qui sont en progression, c'est un peu... Moi, je prends ça un peu personnel. C'est un peu comme une défaite. C'est comme un peu, j'ai manqué à mon patient. Puis je prends ça un peu tough. Tu sais, je trouve que c'est difficile. Je sais que c'est difficile, évidemment, pour les patients et leurs proches. Fait que par rebond, ça devient un peu difficile pour nous autres parce que c'est comme si on avait échoué dans notre mission de prolonger leur vie. Là où je pense qu'on réussit à racheter un peu cette impression-là, c'est lorsqu'on travaille pour militer pour une bonne qualité de vie. Okay. C'est-à-dire que nos patients, ils vont se dégrader graduellement. Puis là, notre job, on devient des protecteurs de la qualité de vie. Puis on se dit, OK, là, maintenant, on veut essayer de les coussiner, de les aider à traverser cette épreuve-là, en sachant qu'on a perdu notre bataille thérapeutique, mais on va essayer de les aider dans la suite de la progression de leur maladie, en sachant qu'on les accompagne là, vers la fin, là, malheureusement. Okay. Puis moi, je trouve un certain confort là-dedans, je te dirais. Okay. Essayer de les protéger là-dedans. Ouais. Quand on traite des patients qui ont un cancer du cerveau, comme toi, tous les jours, est-ce que ça crée comme une espèce de phobie, comme moi, comme chirurgien général? J'ai comme plus peur d'avoir un cancer du côlon. C'est complètement ridicule. Là. Est-ce que toi, c'est la même chose? Est-ce que... Non. Non, OK. Moi, j'ai pas ça. J'ai pas cette phobie-là de pogner. Je dirais pas phobie, mais on est comme plus sensibilisé, je te dirais. Plus sensibilisé, mettons, au sang dans les selles qu'au maux de tête, pour dire quelque chose. Là, donc... Oui, tout à fait. Ben, c'est sûr que si je me lève un matin avec un bon mal de tête, je dois avouer que ça peut m'arriver d'y penser. Okay. Mais mon père qui est décédé maintenant, très jeune, a fait des événements cardiaques. Puis on dirait que c'est ça qui m'a marqué. Fait que moi, c'était plus ma phobie de santé, c'était plus des problèmes cardiaques, je te dirais. OK. Ouais, c'était plus ça. Hey, dis-moi, il y a des trucs très drôles dans ton livre, dont ton passage en orthopédie. Puis, et donc, puis, je me dis, ça pourrait pas arriver aujourd'hui, ça. Mais je veux quand même que tu me racontes quand tu as annoncé à ton directeur de programme d'orthopédie que finalement, l'orthopédie, ce n'était pas fait pour toi, puis que tu t'en allais en neurochirurgie. Oui, bien, la première affaire, Jean-Pierre, que je veux dire, c'est que avant de me lancer là-dedans, tu as dit que ça ne se produira plus maintenant. C'est tellement vrai ce que tu dis que je veux juste mentionner qu'on a eu une réunion, nous autres, dans notre groupe du département de chirurgie il y a quelques semaines. Puis il y a des résultats qui ont été présentés qui montraient que les infirmières au bloc opératoire, le service avec lequel elles interagissent le mieux, avec lequel elles s'entendent le mieux universellement chez nous, là, dans notre établissement, ce sont les orthopédistes. Donc, tu vois que les orthopédistes chez nous, là, c'est des jeunes qui sont excellents, puis qui ont aucun trait de personnalité comme ceux que je décris dans mon livre. Mais reculons dans le temps, puis raconte-nous l'épisode, parce que dans le livre, c'est quelques lignes, mais j'imagine que ça doit être un peu plus juteux que ça, là, donc... Oui, ben écoute, moi, je suis résident en orthopédie depuis 1 an et demi à cette époque-là, puis je fais mon stage en neurochirurgie. Puis là, ben, je constate
vraiment que c'est là que je voudrais être. C'est en salle d'opération en neurochirurgie, que c'est plus ma place qu'en orthopédie. Alors, éventuellement, après plusieurs mois de tractation secrète avec les gens de neurochirurgie, puis là, je comprends que je vais avoir un poste, ça va fonctionner. Je me ramasse dans le bureau du directeur de programme d'orthopédie, qui était un type très émotif, très, très intelligent, un bon Jack, mais qui avait la mèche courte. Hein? Fait que quand je lui annonce ça, je lui dis, écoutez, docteur Untel, j'ai quelque chose de difficile à vous dire. Puis là, ce que je raconte pas dans le livre, c'est qu'il avait perdu un résident l'année précédente vers une autre discipline. Donc, moi, j'étais comme le deuxième en ligne à venir lui dire que je sortais de de l'orthopédie, pardon. Alors, il m'a regardé, je lui ai annoncé ça, il m'a regardé, ça a pris 30 secondes, il n'a pas bougé. Puis là, le plus sérieusement du monde, il s'est retourné, il a pris un livre dans son étagère, puis il me l'a lancé. Il était en colère. Il s'est mis à crier. Non, mais il m'a dit, c'est pas possible. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? Explique-moi comment on fait pour choisir des mauvais candidats comme ça. Ça fait 2 ans d'affilée que ça arrive. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait de mal pour vous autres? Puis il était en colère. Il criait. Il était rouge comme une tomate. Il était furieux après moi. Quelle a été ta réponse? Ben, j'ai expliqué que ça n'avait rien à voir avec leur processus de sélection, puis je lui ai expliqué que c'était tout simplement pas, je n'étais pas à ma place. Le candidat précédent, lui, était parti en médecine de famille, donc il n'y avait absolument aucun lien. Mm-hmm. Lui, il trouvait juste que l'orthopédie, c'était trop difficile c'était trop onéreux en termes de chirurgie. Okay. Il ne se voyait pas faire ça pour le reste de sa vie. Moi, je trouvais que c'était une chirurgie qui était pas en phase avec ce que moi, je recherchais, tout simplement. Alors que l'orthopédie, la neurochirurgie, ça correspondait plus à ce que je voulais faire. Okay. Mais tu sais, je pense que dans le livre, je raconte aussi que j'ai eu des mésaventures avec des résidents seniors. Puis qu'à cette époque-là, on avait des résidents seniors qui étaient très, très particuliers, dont un qui m'avait à un moment donné pris en tête de turc. Moi, j'aimais beaucoup les sciences fondamentales. Quand on arrivait au club de lecture, les clubs de lecture, ce sont ces sessions le matin où on amène des articles de journaux qu'on revise en groupe. Moi, j'amenais souvent des articles de journaux de sciences fondamentales. Puis ce résident-là, lui, il n'aimait vraiment pas ça. Okay. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il m'a pris en grippe puis il s'est mis à me taper dessus régulièrement, tu comprends? Mm-hmm. Et ça a évidemment contribué, je te dirais, à mon insatisfaction de l'orthopédie. Mais ce n'était pas le facteur pour lequel je changeais. Je l'aurais enduré, mon parcours du combattant, pendant mes 5 ans de résidence. Là. Ouais. J'aurais été capable de l'endurer. De toute façon, ce résident senior-là, il était dans sa dernière année. Il aurait sacré son camp après 1 an. Là. Ouais. Je l'aurais pu d'impact, tu comprends? Mm. Mais j'ai changé parce que je n'étais pas à ma place. Puis l'orthopédie, c'était pas pour moi, tout simplement. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Les gens qui écoutent le podcast m'ont entendu le raconter plusieurs fois, mais je vais te le raconter aussi. C'est intéressant parce que moi, je voulais être orthopédiste aussi. OK. Pour la raison que j'étais toujours blessé quand j'étais jeune. Donc, j'étais tout le temps chez l'orthopédiste. As-tu fait des sports? Je jouais au hockey, ouais. Donc okay. Fracture de la cheville, fracture du genou, donc. Puis l'orthopédiste qui me traitait à Montréal, Dr Hubert Labelle, c'est un modèle de rôle exceptionnel. Là. Mm. Donc, moi, je voulais être orthopédiste. Donc, bref, puis finalement, je tombe dans un hôpital où je fais mon stage d'ortho, puis les orthopédistes n'étaient pas des bons modèles de rôle, tu sais. Ouais, puis ça s'est joué là. Alors que les chirurgiens généraux dans le même hôpital étaient exceptionnels. Donc, c'est tellement important. Hein? C'est incroyable, mais avec le temps, on réalise que nous-mêmes sommes des modèles de rôle, puis on n'en est pas toujours conscient.
Parfois, on se le fait dire plus tard, finalement. J'ai pris telle décision à cause de vous, telle journée. Moi, je me rappelle, on était en salle d'opération. Nous, on s'en rappelle pas. Ça impose une certaine constance dans notre comportement, je pense, lorsqu'on côtoie des résidents ou des étudiants. Oui, pour nous, c'est une journée comme les autres. Puis pour eux, parfois, c'est la journée qui va déterminer le reste de leur vie. Puis l'autre affaire, c'est important ce que tu dis parce que, tu sais, surtout à l'époque qu'on vit, à l'époque actuelle où on est étiré. Hein? Je ne sais pas si tu dois vivre la même chose vous devez tous vivre la même chose que nous, on le vit ici dans notre établissement, mais on est étiré. Mm-hmm. Les horaires sont plus difficiles. Moi, je pensais qu'en vieillissant, je ferais moins de garde, je fais plus de garde. Je fais des gardes à découvert sans résident, donc je deviens un peu plus impatient. Mm. Puis effectivement, ce que tu dis, c'est important parce que des fois, on est avec des jeunes résidents, des étudiants en médecine, puis il faut garder notre contenance, puis essayer d'assumer cet aspect-là de notre pratique qui est justement le modèle de rôle, puis le futur professeur. C'est important. Mais nous, je ne sais pas pour vous à Sherbrooke en neurochirurgie, mais nous à Québec en chirurgie, tout au moins dans mon groupe, on est reconnus comme des gens qui travaillent beaucoup. Là, donc, moi, j'ai souvent des étudiants qui me disent, puis, je leur demande, aimes-tu la chirurgie? Bon, je dis, moi, j'aime ça, mais c'est vraiment pas pour moi. Là, vous travaillez trop fort. Moi, souvent, je leur réponds, écoute, on dit souvent, t'es mieux de faire quelque chose que tu aimes 60 heures par semaine que quelque chose que tu n'aimes pas 40. Là, mais les gens n'en sont pas toujours conscients au début de leur parcours. Dis-moi, avec la garde, la rédaction des livres, là maintenant tu es collaborateur à Salut Bonjour, si je ne m'abuse. Donc, c'est quoi une journée, une semaine type pour David Fortin? Toutes ces histoires de médias-là, je vais t'avouer, pour moi, là, mettons, aller faire une chronique à Pénélope ou à Salut Bonjour, là, je ne vois pas souvent Salut Bonjour, je vois une fois par mois, fait que c'est pas très demandant, mais c'est comme une journée de vacances. Okay. C'est comme, je sors de l'hôpital, je fais d'autres choses, je change d'air. Moi, j'aime ça, ça me fait du bien. Parce que, tu sais, on passe beaucoup de temps ici. Bon, on a notre pratique clinique. Moi, j'ai un laboratoire ici. Fait que je suis beaucoup dans les murs de l'hôpital. Puis, aller faire ces sorties médiatiques-là, c'est juste aller prendre l'air, sortir de l'hôpital. Fait que, tu sais, une journée typique, une semaine typique, ça comme, tu sais, le lundi... Bon, moi, le lundi, je fais de la clinique le matin. L'après-midi, je suis au laboratoire. Le mardi, je fais mes procédures de chimiothérapie intra-artérielle avec la tournée. Fait que ça prend toute la journée. Le mercredi, j'opère. Le jeudi, encore une fois, c'est un mélange de clinique et de chimio intra-artérielle. Le vendredi matin, c'est les sessions avec les résidents, donc les sessions académiques. Puis le vendredi après-midi, c'est du labo. Puis évidemment, toutes ces... Il y a un choc fréquent entre l'activité clinique et l'activité de recherche, au sens où, des fois, tu as un collaborateur qui veut organiser un meeting. Mais là, il n'y a plus de temps pour faire le meeting. Alors, on va devoir couper, par exemple, dans les activités académiques avec les résidents ou faire ça rapidement après la clinique sur l'heure du midi ou faire ça, finalement, after hours à la fin de la journée, tu sais. Fait que c'est un peu des fois, je te dirais, le conflit entre ces demandes-là qui devient difficile à gérer. En priorisant la salle d'op, j'imagine, toujours un peu. Tout le temps. Le mercredi, ça, c'est non négociable, on ne touche pas à ça. Non plus que le mardi ou le jeudi où on fait les chimios intra-artériels, tu sais, parce que les traitements de chimiothérapie pour nos patients, ça revient mensuellement, puis on peut pas couper une journée de traitement de chimio intra-artériel puis punir un patient puis le retarder indûment, parce qu'après ça, c'est une séquence de dominos. Tous les autres patients vont être retardés. Traites-tu des patients de partout au Québec ou... Ouais. OK. Ouais. Fait que ça a un impact majeur aussi sur les vacances. T'sais, moi, depuis que je travaille, j'ai jamais pris plus que 2 semaines consécutives. Je peux pas, à cause des traitements de chimio, tu sais. Fait que, puis je peux pas prendre mes vacances quand je veux, là. Si je dis à mon infirmière, OK, j'aimerais ça prendre, mettons, la semaine prochaine, puis elle me dit, hey, petit gars, oublie ça, là, on a 8 traitements de cédulés, ça marchera pas. OK. Donc, tu sais, il faut arrimer ça avec les traitements de chimio. C'est ça la déterminante principale, je te dirais, pour prendre des vacances puis prendre un petit break. As-tu des collègues? As-tu de la relève? J'ai des collègues, mais personne qui fait des intra-artériels pour moi. Puis de la relève, on est en train de former une résidente ici là, qui va prendre le collier quand moi je vais quitter. Ouais. OK. Parce que tu vas faire ça combien de temps encore, un rythme de vie comme ça? Ou...
Moi, écoute, j'ai 55 ans. Je me suis dit que j'allais rouler encore comme ça jusqu'à 60 ans. 60 ans, là, ça va être le temps de ralentir. Okay. Puis j'aimerais ça rester dans l'univers universitaire jusqu'à 65 ans. D'accord. Puis après ça, dans le meilleur des mondes, j'arrêterais, puis là, je ferais juste de l'écriture. D'accord. Donc, ça serait ma retraite. On va y revenir sur le fonctionnement du cerveau à un âge plus avancé. Dans ton livre, tu cites, je pense, à 2 reprises Yuval Noah Harari qui dit que la plus grande découverte scientifique a été celle de l'ignorance. Donc, c'est quoi l'implication de cette citation-là pour toi? Écoute, c'est tellement important. Moi, je suis en porte-à-faux contre beaucoup de gens dans ma communauté en neurosciences qui, des fois, vont se balader puis vont répéter vont répéter des concepts comme si c'était des certitudes. Puis, il n'y a rien qui est plus faux que ça. Tu sais, nous autres, on voit beaucoup ça en imagerie par résonance magnétique, par exemple, là, où les gens vont faire des études et puis montrer que certaines régions du cerveau s'activent lors de certaines activités et puis prendre pour acquis que, ben voilà, on a réussi à solutionner une des fonctions du cerveau, alors que quand tu regardes la méthodologie, on peut mettre en garde les gens contre l'interprétation de ces résultats-là. Puis je trouve que nous, on ne le fait pas assez dans ma communauté. C'est que moi, souvent, je donne des conférences grand public sur le cerveau. Puis une des choses que je m'emploie à faire, c'est déconstruire certaines certitudes qu'on a. Donc, je reviens à Harari. Tu sais, Harari, ce qu'il dit essentiellement, c'est que, moi, comment je l'interprète, vous autres, les chercheurs, là, soyez humbles. Soyez humbles devant vos résultats, puis essayez de reconnaître le fait que vous êtes loin de saisir l'essentiel. Il nous reste énormément de travail à faire. Puis tout ça, c'est tellement vrai quand on étudie le cerveau, là. Je suis en train d'écrire, je suis en train de travailler sur mon 3e texte, mon 3e livre, qui va être la suite du premier, Le cerveau, l'univers dans votre tête. Puis essentiellement, là, je suis dans un chapitre où je déconstruis un énorme projet qui s'est mis en branle en 2013 qui s'appelait le Blue Brain Project, où on nous promettait une simulation du cerveau pour 2023, donc cette année. Okay. Et là, ben, les articles éditoriaux ont commencé à sortir comme quoi le projet est un échec retentissant. Okay. Parce qu'évidemment, on n'a jamais été capable de faire une simulation du cerveau. Le projet était échafaudé sur des prémices qui ne tenaient pas la route à la base. Mais la communauté européenne a quand même accordé plusieurs milliards de fonds à ce projet-là. Et ça, il y a à l'époque plusieurs neuroscientifiques qui s'étaient soulevés contre l'octroi de ces sommes faramineuses-là parce qu'eux-mêmes n'y croyaient pas. Ben, tu vois, les gens qui ont vendu ce projet-là via des TED Talks à l'époque très populaires, qui ont été dire oui, on va être capable de reproduire un cerveau humain, nous autres, dans une simulation. On sait qu'on va être capable de le faire. On a déjà des bonnes prémices. Bien, ces gens-là, à mon avis, ont manqué d'humilité. Puis ils ont quand même dilapidé des milliards en fonds. Puis ils ont fait vivre plusieurs personnes sur des rêves qui tenaient juste pas la route. Alors, je trouve que dans ma communauté, ça, c'est très présent. Puis, il faut s'employer à déconstruire ça. Il faut être humble. Si on est cynique un peu, on peut penser que ces gens-là, c'était pas un problème d'humilité, c'était peut-être un problème d'honnêteté intellectuelle, non? Il se peut que ces gens-là... oui. Peut-être que ces gens-là étaient conscients dès le début que c'était impossible, mais il y a tellement d'argent derrière ça. Ça rejoint un peu, là, tu as sûrement entendu, j'ai pas les détails en tête, mais le scandale récent sur la recherche dans la maladie d'Alzheimer. Les données étaient faussées depuis le début par une personne. Tout à fait. Et qui était dans ce mensonge-là, ça a duré pendant 10 ans, je pense. Je ne peux pas te dire exactement, là, mais là, tu parles des dépôts d'amyloïdes. C'est ça, exactement. C'est ça. Donc, il y a beaucoup d'argent. Quand tu parles de milliards, là, d'après moi, les gens à la tête de ça, si on initié le projet, selon moi, ils doivent être plus riches aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 10 ans. Clairement. Puis il y a des gens. Écoute, on ne se cachera pas maintenant, la recherche médicale, il y a un aspect business, un aspect mercantile à ça qui est je trouve, dévastateur pour la bonne tenue des projets de recherche. Tu sais, je fais juste regarder maintenant des publications. Là. À l'époque, nous, quand on publiait, on envoyait un papier à une revue.
puis il n'y avait aucune somme en jeu. Alors, les gens revisaient le papier sur son mérite scientifique. C'est sûr que malheureusement, la réputation avait aussi un certain rôle à jouer là-dedans. Là. Moi, j'ai tout le temps pensé que les papiers devraient être révisés à l'aveugle. Mais bon, ceci étant, à l'époque, il n'y avait quand même pas de fonds en jeu. Alors que maintenant, pour certains journaux, tu dois payer pour faire publier ton papier, puis ce sont des sommes faramineuses. Là. Moi, le dernier papier qu'on a publié nous a coûté 5 000 $. Quand même. Moi, je trouve ça aberrant qu'on ait à payer pour faire publier des papiers. Puis même dans des gros journaux, puis des journaux là, qui ont une excellente réputation, il faut payer. Donc, il y a un aspect mercantile qui vient se brocher à ça maintenant. Là. J'ai des collègues qui font de la recherche qui me disaient que la devise dans le milieu, c'est « publish or perish ». Or perish, oui. Donc, publie ou meurt. Tout à fait. Fais-tu un lien entre la conscience de l'ignorance et le doute? Est-ce que pour toi, c'est la même chose un peu? Parce que je pensais, écoute, je me reculais dans le temps. Moi, à l'adolescence, je me rappelle, je disais à mes amis, c'est important de douter, tu sais, de tout remettre en question. Est-ce que douter puis la conscience de l'ignorance, c'est la même chose? Ou... Ben, ça se ressemble pas mal. C'est vraiment drôle ce que tu dis parce que j'ai plusieurs de mes présentations qui commencent avec des citations d'Einstein. Puis moi, j'aime beaucoup certaines des citations d'Einstein que je trouve qui ils vieillissent très bien, hein, sont éternelles. Puis justement, Einstein, il disait « remettez toujours tout en question ». Puis je regarde un peu le profil qu'on a eu ici quand on a commencé. On a fondé un laboratoire de neuro-oncologie, puis la première chose qu'il fallait qu'on fasse, c'était créer un modèle animal. Puis il y avait déjà des modèles animaux qui étaient utilisés dans la littérature, mais on les a étudiés pour trouver plusieurs imperfections. Puis là, on s'est dit, on recommence à zéro, on va fabriquer notre propre modèle animal en essayant justement de limiter ces faiblesses-là qu'on a identifiées. Puis moi, je dis tout le temps ça aux gens, les étudiants qui commencent dans le lab ici, là, je dis, remets tout en question. Nous, on va te donner une manière de faire. Si tu n'es pas d'accord, si tu te poses des questions, reviens-nous, puis on va étudier ça ensemble, puis peut-être qu'effectivement, on va changer notre manière de faire. OK. Puis cette manière de raisonner-là, c'est vraiment intéressant parce que ça a donné naissance à un de nos plus gros projets de recherche qui est en cours en ce moment. Moi, j'ai mon assistant de laboratoire à un moment donné, Gabriel, qui est un gars très pratico-pratique. Lui, il a un esprit là, pratique. Puis, à un moment donné, il est arrivé avec une question naïve, à la rigueur, quasiment innocente, qui a donné naissance à un nouveau projet de recherche. Nous, on travaille avec les tumeurs cérébrales. Puis, les tumeurs cérébrales, une de leurs caractéristiques, c'est que les cellules migrent et envahissent le cerveau. Puis, ça faisait des années qu'on essayait de travailler sur des stratégies pour bloquer la migration. Lui, il a dit, tant qu'à bloquer la migration, pourquoi on ne l'utilise pas à notre avantage? Puis on n'essaie pas d'attirer les cellules qui migrent vers un piège qu'on implanterait dans le cerveau. Et voilà, la gliotrappe sur laquelle on travaille en ce moment. Okay. Donc, tout remettre en question en tout temps. Posez-vous tout le temps des questions. Prenez jamais rien pour acquis. Puis moi, je trouve que c'est un fondement de vie en recherche. C'est essentiel. C'est un fondement de vie en recherche, mais pour un chirurgien, ça peut être un écueil aussi. Est-ce que tu as comme un interrupteur quand tu es en recherche? Non, OK. Je trouve pas que c'est un écueil parce que, encore une fois, tu es en chirurgie, tu peux appliquer ça. À titre d'exemple, là, je te donne un exemple qui est vraiment terre à terre. Moi, j'ai appris à faire certains types d'incisions. Hein, pour accéder au crâne, là, on apprenait 2 ou 3 incisions très, très stéréotypées. Puis selon la région où on opérait, on mettait en œuvre telle incision versus telle incision. Puis à un moment donné, je me suis dit, voyons, pourquoi on fait ça? Alors que jadis, on demandait à nos patrons, puis ils nous disaient, on a toujours fait ça comme ça. Oui, mais c'est pas valable comme raison. Et moi, j'ai changé ma manière de faire. Je pratique des incisions longilignes, des traits droits partout où j'opère sur le crâne maintenant, alors que jadis, c'était pas quelque chose qui était recevable. Donc, je pense que cette approche-là en chirurgie nous permet quand même de déconstruire certaines choses qu'on a apprises qui sont peut-être pas nécessairement valables, tu sais. Non, c'est ça, mais là où je voulais en venir peut-être, c'est que un chirurgien qui parfois semble douter, le sentiment ou émettre le fait qu'on a un doute, qu'on est incertain par rapport à une conduite dans un univers de chirurgien, parfois c'est perçu comme une faiblesse quasiment. Ou,
C'était très valorisé avant, les gars, qui dogmatique. Regarde, c'est comme ça que ça marche. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est comme ça. Puis là, docteur Untel lui dit qu'on fait ça comme ça. Puis alors, quelqu'un qui arrive comme toi, c'est un peu contrarien. Là. Tu dis non, écoutez, faut pas hésiter à tout remettre. Moi, je me rappelle, j'ai un collègue chirurgien colorectal qui, pendant des années, disait, mettons, tel type d'anastomose au niveau de l'anus, là, on ne peut pas faire ça avec un appareil mécanique. Il l'a dit pendant longtemps, là. Alors, jusqu'à ce que quelqu'un le contredise. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il a fini par admettre que non, on peut changer, mais ça a été long, Donc, c'est là où je veux en venir moi, c'est ça. Je pense que j'ai une attitude qui n'est pas très dogmatique. J'essaie, en tout cas. J'essaie d'être ouvert d'esprit. Puis, par exemple, on arrive au bloc opératoire avec un résident assez senior. Puis là, je dis, moi, voici, je veux approcher la tumeur de telle manière. Puis le résident qui me dirait, t'es sûr? Ça va arriver des fois à quoi tu pensais? Ça va arriver que je vais changer ma manière d'approcher ça. OK. J'essaie d'avoir une attitude assez flexible, mais là où ton commentaire prend son sens aussi, c'est qu'en chirurgie, des fois, on a des décisions rapides à prendre basées sur des préceptes qui sont déjà des prérequis. Puis là, l'hésitation, puis n'a pas sa place nécessairement. Exactement. Quand on a l'urgence à gérer, je suis d'accord avec toi, il faut garder un certain... faut garder le doute au large des fois. Je suis d'accord avec toi. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. J'ai appris plusieurs choses dans ton livre. Tu me corriges si je suis dans l'erreur. D'abord, c'est que le cerveau continue à se développer longtemps après la naissance. Donc, donc on vient au monde trop tôt, entre guillemets, pour des raisons mécaniques. Parce que si la grossesse durait 2 ans, 2 ans et demi, on ne pourrait pas sortir du ventre de notre mère. Oui, effectivement, parce que notre tête serait beaucoup trop grosse. Donc, ça entraînerait des complications, évidemment, au moment de la naissance. Mais on ne sait pas trop pourquoi le cerveau se développe énormément après la naissance. Et on est probablement la seule espèce, ou l'espèce pour laquelle c'est le plus évident, que les influences extérieures vont influencer le développement du cerveau. Donc, tu sais, tu as la génétique, évidemment, puis tu as ce qui est extérieur à ta naissance comme influence environnementale. Puis on est clairement l'espèce sur la planète pour laquelle l'environnement a le plus gros impact sur le développement du cerveau. Puis il y a des anthropologues qui pensent que c'est la raison pour laquelle ça fait de nous les êtres les plus adaptés à leur environnement. OK. Tu sais, pour ce qui est du développement du cerveau, moi, quand j'ai fait mon cours de médecine de 1987 à 91, puis après ça, ma résidence 91 à 96. Début des années 90, on pensait que le développement du cerveau était arrêté à l'adolescence, puis qu'il n'y avait plus rien qui se passait dans le cerveau. Maintenant, on sait que bien que ton cerveau atteigne son apogée à l'âge de 25 ans, en termes de possibilités, je dirais, puis après ça, tu commences lentement à perdre des neurones puis à développer de l'atrophie. Ta capacité de refaire des connexions puis consolider tes grands réseaux cognitifs, elle demeure toute ta vie. Puis dernièrement, il y a des gens qui ont fait des études chez des octogénaires qui montrent que ces gens-là, qui gardent leur cerveau bien actif, ont toujours la capacité d'acquérir de nouvelles connaissances, de refaire des connexions, de faire, en termes scientifiques, de la synaptogénèse.
même si cette capacité-là est bien moindre qu'avant 25 ans, elle demeure présente tout au long de la vie, à moins évidemment qu'on développe un processus démentiel. Donc, ce qui supporte une deuxième chose qu'on apprend dans ton livre, c'est qu'il faut demeurer actif au niveau intellectuel, mais chose intéressante, puis je le réalisais en lisant le livre, au niveau physique aussi, ou sportif. Oui. Par exemple, on parlait de hockey avant de rentrer en ondes, le fait peut-être pour moi de jouer au hockey jusqu'à un âge avancé pour avoir un effet bénéfique sur mon cerveau. Est-ce que je me trompe ou... Tu as tout à fait raison. En fait, la santé, comment je te dirais, la santé physique a une grande influence sur ta santé cérébrale pour la simple et bonne raison. Si on veut le simplifier, là, on a dit tantôt, on se parlait avant le début du podcast, puis on a dit qu'on a 650 kilomètres de vaisseaux sanguins dans notre cerveau. Ou non, on l'a dit dans le podcast quand on parlait de la barrière. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, si tu as 650 km de vaisseaux sanguins dans ta tête qui alimentent les 100 quelques milliards de neurones que tu as, bien, ta santé vasculaire est drôlement importante pour la santé de ton cerveau. On dit du cerveau qui pèse 3 % de ton poids corporel, mais que tu consommes 20 % de toute la circulation artérielle de ton corps. Fait que la santé vasculaire est super importante. Puis, c'est quoi les déterminantes d'une bonne santé vasculaire? Exercice, alimentation, limiter l'alcool, limiter l'hypertension, le diabète, puis l'obésité. Donc, évidemment, l'activité physique a une grande influence sur la santé cérébrale. Puis, tu expliquais également dans l'activité physique, par exemple, quelqu'un qui court, simplement le fait de regarder sur le sol, voir une pierre, décider de mettre son pied à gauche ou à droite de la pierre pour éviter l'entorse, ça fait intervenir ou ça entretient, si on veut, la bonne santé du cerveau. C'est quand même fascinant. Oui, tout à fait. Tout à fait. N'importe quelle activité physique que tu fais, toi tu joues au hockey, tu as des mouvements que tu as encodés dans ton cerveau, dans une région de ton cerveau qu'on appelle les ganglions gris centraux pour manipuler ton bâton, là, qui font que tu as des automatismes qui s'opèrent dès que tu sautes sur la glace. Mm-hmm. Puis chaque fois que tu sautes sur la glace, tu réactives ces grands réseaux-là qui sont automatisés dans ton cerveau. Tu les gardes vivants, entre guillemets. Mm-hmm. Arrêter de les utiliser, c'est les laisser s'atrophier, essentiellement. L'autre chose très intéressante et qui m'a beaucoup plu parce que j'aime les siestes, donc, la nuit porte conseil. Donc, on se couche le soir, puis on est incertain face à une décision, puis on se lève le lendemain, puis la décision nous apparaît tout à fait claire, mais il y a une base physiologique derrière ça. Peut-être si tu l'expliquais là, pour les auditeurs. Donc, Oui, puis même, Jean-Pierre, je veux juste dire là, que moi, je trouve ça tellement important que ça m'arrive de me réveiller dans le milieu de la nuit. Quand je me couche, mettons, avec une idée sur un livre, là, en ce moment, je travaille sur un roman. Fait que là, je me couche avec une idée sur un livre, ça va m'arriver de me réveiller dans le milieu de la nuit avec « Ah oui, je sais ce que je veux », puis je me lève, puis je m'en vais écrire, puis je me recouche. C'est bon. Donc, c'est quoi cette histoire-là de sommeil? Bien, quand tu dors, surtout quand tu es dans la phase qu'on appelle la phase REM pour Rapid Eye Movement, ça, c'est la phase où tes yeux bougent, tu es en rêve actif, puis souvent tu vas avoir... en fait, si on te fait un électroencéphalogramme qui mesure l'activité électrique de ton cerveau pendant cette phase-là, c'est comme si ton cerveau était éveillé. Donc, dans cette phase-là du sommeil qui va arriver à peu près 4 fois dans une nuit normale, ce qui se passe, c'est qu'il y a une région de ton cerveau qu'on appelle l'hippocampe qui va envoyer des informations vers ton cortex puis qui va consolider des nouvelles mémoires. Donc, tu as appris des choses dans ta journée, tu veux les garder en mémoire, bien, ton hippocampe, pendant cette phase-là du sommeil, va s'organiser pour que ton cerveau l'encode à long terme pour que tu puisses t'en rappeler. Puis en parallèle à ça, un peu comme un disque dur quand tu fermes l'ordinateur, ou je devrais pas dire un disque dur, un peu comme la mémoire vive d'un ordinateur quand tu le fermes, tes hippocampes vont nettoyer ton cerveau des informations inutiles pour ta journée du lendemain. Donc, c'est très, très clairement documenté qu'un bon sommeil, c'est fondamental à l'encodage de nouvelles mémoires. Puis, il y a une relation qui est directe. Si tu ne dors pas bien, tu vas avoir plus de difficultés à encoder de la mémoire puis à encoder de nouvelles informations. Puis, malheureusement, à mesure qu'on vieillit, notre sommeil devient un peu moins efficace.
Donc, c'est une des raisons pour lesquelles notre mémoire devient un peu moins bonne aussi en vieillissant. As-tu des données sur la quantité de sommeil? Souvent, on dit que les gens en vieillissant dorment moins. Il y a des gens qui se vantent de dormir peu, d'être très efficaces. Peut-être qu'ils se nuisent, entre guillemets, en s'empêchant de dormir. J'ai pas trouvé un seuil critique qui répond à tout le monde, mais ce que j'ai trouvé, c'est que les gens disent que même chez les gens, les octogénaires, c'est important d'aller chercher au moins 8 heures de sommeil. Fait que je pense qu'on peut prendre un 8 heures comme étant un seuil acceptable. Maintenant, je ne sais pas pour toi, mais nous autres, dans notre job, ça nous arrive de dormir moins que 8 heures. Puis je pense que quand on est plus jeune, on est plus malléable, on est plus facilement capable de compenser pour une mauvaise nuit. Puis plus on vieillit, plus on a besoin de ce fameux 8 heures-là comme seuil minimal. C'est un peu ça que je dirais essentiellement. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Dans ton livre, David, il y a des réflexions très personnelles, notamment sur ta vie de couple, ta séparation. Tu as un besoin de raconter ça? Tu voulais finalement raconter toute ta vie? Ou, en fait, j'ai pas sauté d'étape? Ou, Je vais t'expliquer un peu pourquoi j'ai parlé de ma séparation, parce que moi je suis pas quelqu'un qui mérite d'écrire une biographie. Là. Tu sais, je suis pas un grand personnage. Puis le jour où j'ai décidé d'écrire ce livre-là puis de l'ancrer sur ma carrière, j'ai eu un début de carrière qui a monté en flèche, puis j'ai fait plein d'erreurs. Puis je me suis dit, ça va être intéressant de raconter la belle montée, mais ça va être vraiment intéressant de raconter les échecs aussi, puis la chute qui a suivi. Puis pourquoi c'est intéressant? Ben, j'espère qu'un jeune qui commence en médecine puis qui mettrait la main sur ce livre-là va apprendre de ça. Puis je donne une conférence sur ce livre-là. Puis ma conférence elle est bâtie de même, là, où je montre là, vraiment mes grands succès, ma chaire de recherche que j'ai eue, les premiers grants où on a fini premier au pays. Tu sais, on a eu vraiment une belle montée. Puis à un moment donné, moi, je me suis pété à la face. Puis je pense que c'est important de raconter cet échec-là, puis dire ultimement comment je me suis relevé de cet échec-là, en réalisant que c'était pas vrai que je pouvais tout faire par moi-même, que je n'étais vraiment pas un surhomme, que j'avais plusieurs défauts, puis que là, l'importance pour contrer ces défauts-là, c'était de m'appuyer sur l'équipe qui m'entourait. Puis c'est un peu ça qui m'a sauvé. Tu sais, les infirmières avec qui je travaille, les gens au laboratoire avec qui je travaille, c'est grâce à eux que j'ai été capable de graduellement remettre sur pied tout ce que j'avais perdu. Fait que la séparation là-dedans, c'est comme l'échec le plus retentissant parce que j'ai quand même 4 enfants. J'avais 4 enfants. Ils sont toujours là. Mais tu sais, qu'est-ce que tu peux faire vivre de plus poche à un enfant qu'une séparation? Puis la séparation est advenue en grande partie à cause de moi. Comme je le raconte dans le livre, je pense qu'ultimement, la séparation est arrivée aussi parce qu'on était 2 personnes, mon ex-femme et moi, qui n'étaient probablement pas compatibles. Puis ces écueils-là nous ont montré qu'on n'était pas compatibles, puis on a décidé de prendre des routes différentes. Mais c'est quand même vraiment poche. Puis moi, je me sens vraiment, vraiment poche d'avoir fait vivre ça à mes enfants. C'est triste de séparer une famille pour 4 jeunes enfants. C'est comme l'affaire qui me fait le plus de peine de tout ça. Là. C'est parce qu'aujourd'hui, ma vie est refaite. Je suis avec une nouvelle conjointe. Mes enfants vont bien. Mon ex-femme a refait sa vie aussi. Donc, tout est correct.
Mais ça aurait été vraiment bien de pouvoir éviter ça aux enfants. Est-ce que les enfants trouvent ça si difficile que ça ou on projette notre anxiété sur eux, là? Parce que les enfants sont très résilients. Là. Je regarde pendant la COVID, là, on les a enfermés pendant 2 ans, puis on s'inquiétait pour eux, mais finalement, c'était peut-être pire pour nous. Là. Oui, c'est un bon commentaire. Je pense que sur mes 4 enfants, j'en ai 2 sur 4, je pense, qui ont vécu ça plus difficilement que les 2 autres. Moi, je trouve que les enfants, ils nous idéalisent, hein, nous, les parents. Puis quand ils sont jeunes, ils n'ont pas connu les aléas de la vie de couple encore, puis leurs premiers échecs d'amour, fait qu'ils ne savent pas ce que c'est. Mm-hmm. Évidemment, en vieillissant, puis là, ils découvrent ça de leur côté, ils comprennent un peu plus facilement ce que ça implique de vivre à 2. Puis je pense que pour les plus vieux, c'est plus facile de comprendre l'échec amoureux puis la séparation de leurs parents. Mais pour les plus jeunes, c'est quelque chose. C'est difficile. Hein? Oui. Ben moi, j'ai trouvé ça difficile de les voir vivre ça. Mm. Puis tu as raison, peut-être que je fais beaucoup de projections. Je leur ai pas, tu sais, je leur ai jamais demandé ouvertement, à part à mon plus vieux, là, je leur ai jamais demandé ouvertement comment ils avaient vécu ça, la séparation. Tu sais, c'est ça. Mm. Peut-être que j'ai peur des réponses. Je voudrais revenir sur l'épisode de ton patient âgé aux soins intensifs qui a une hémorragie cérébrale. Ouais. Toi, tu juges qu'il ne faut pas opérer ce patient-là. La fille du patient insiste. Donc, c'est quelque chose que l'on vit quand même assez fréquemment. Ce sont toujours des situations difficiles. J'ai l'impression qu'on le vit de plus en plus. La population est vieillissante. On dirait que parfois les familles hésitent à laisser partir leurs proches. Puis parfois les familles ont de la difficulté, n'ont jamais vécu ça, donc n'ont aucune idée de la vie de leur père ou de leur mère après l'épisode de soins. Exact. L'absence de récupération, le CHSLD, dans ton cas, des séquelles neurologiques. Donc, comment, toi, ta vision de tout ça, puis comment tu vois ça aller au cours des prochaines années? Parce que ça n'arrêtera pas là, demain, ça. Non, tu as tout à fait raison. Ben moi, je te dirais d'abord que je pense que la majorité des familles, comme je l'ai dit dans le livre, sont extrêmement raisonnables lorsqu'on prend le temps de s'asseoir avec elles et leur expliquer les tenants et aboutissants. Moi, je trouve que la majorité des gens sont extrêmement raisonnables. Il reste un nœud dur, comme un 10% dans... Je dis ça, je n'ai pas d'études scientifiques, là, mais je dirais un 10 à 15% de gens qui veulent pas entendre ce qu'on a à dire, probablement parce que c'est un mécanisme de défense pour se prémunir du choc, mais qui ne sont pas prêts à entendre ce qu'on a à dire et qui vont refuser vraiment de s'engager dans un dialogue. Moi mon discours est simple, là. On veut prolonger la vie des gens, il faut qu'il y ait une qualité de vie. C'est quoi la qualité de vie qui est acceptable pour vous, pour le patient? C'est quoi la qualité de vie qui est acceptable aux yeux de la famille quand le patient n'est pas capable de contribuer à la discussion? Puis en général, c'est là qu'on réussit à marquer des points. J'ai l'impression que ce dialogue-là qu'on n'a pas assez eu ou entretenu dans notre société, il va falloir l'ouvrir. Je pense qu'il faut qu'on commence à discuter de ça avec les gens, puis commencer à leur expliquer qu'il y a une limite à ce qu'on peut faire. Puis qu'évidemment, tout le monde va finir par décéder. Donc, à un moment donné, il faut choisir les sacrifices qu'on est prêt à faire en termes de qualité de vie puis en termes d'atteinte fonctionnelle. Puis moi, je pense que ça passe par une grande éducation face à la population parce qu'il y a bien des gens qui n'ont pas réfléchi à ça, qui n'ont pas eu l'occasion de le faire. Puis nous, en santé, on n'a pas été très proactifs non plus pour encourager la population à réfléchir à ça. Tout à fait. Puis je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que les jeunes dans le système de santé, moi, je constate un choc générationnel. Là. Je trouve que les jeunes résidents, les jeunes patrons avec qui j'œuvre ont de la difficulté à laisser aller. Moi, je trouve ça. Peut-être, parce que en oncologie, notamment, il y a constamment de nouveaux traitements. Parfois, moi, je regarde des traitements quand même relativement lourds en oncologie digestive, puis en bout de ligne, c'est des augmentations de survie de 2 mois, 3 mois. Exact. Puis là, on dit probablement que ça vaut la peine. Là, je me dis, bon... Pas sûr. Pas certain, là, d'aller à l'hôpital
toutes les 2 semaines, pendant 18 mois pour vivre 20 mois, je sais pas. C'est, écoute, puis à partir du moment où c'est disponible, on se sent obligé de l'offrir à des patients. Puis là, mais c'est sûr que ça s'améliore. Il y a des gains, mais écoute, c'est vraiment des discussions qui sont difficiles. Et en plus, tu sauras me le dire, souvent, parfois on plie parce qu'on se dit c'est trop compliqué, les familles sont tellement insistantes, puis on a tout le temps peur, ben pas tout le temps peur, mais il y a tout le temps une petite composante médico-légale associée à ça, là, puis... Ouais. Ben moi, la jeune femme que tu as citée et que je décris dans le livre, là, l'espèce de situation clinique que je décris dans le livre qui implique cette jeune femme-là, m'a carrément menacé de poursuite. Là. Elle m'a dit, si tu ne perds pas mon père, je te poursuis. Alors que le type avait une maladie d'Alzheimer très avancée, puis que c'était clair que le pauvre monsieur verrait sa fonction piquer du nez. Là. Mais moi, je trouve honnêtement que lorsqu'on prend le temps de s'asseoir puis de jaser avec eux, je continue à trouver que la majorité des gens sont bien raisonnables. Je suis d'accord avec toi. Il y a comme un nœud dur là, qu'on a de la difficulté à faire fléchir, puis dans ce cas-là, ben, comme tu disais, dans ce cas-là, on va céder parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Mais la majorité des gens sont pas mal raisonnables. Puis tu sais, la vérité aussi, là, c'est que, puis je le vis en ce moment avec une famille, en ce moment même, là, la vérité, c'est qu'il y a des gens, ils vont agir, c'est pas pour mal faire, mais c'est comme c'est comme un mécanisme de défense où on refuse de voir la réalité en face parce qu'on n'est pas prêt à laisser partir le proche qu'on aime. Fait qu'il n'y a pas de méchanceté là-dedans. C'est juste une espèce de difficulté d'adaptation à cette situation-là aiguë dans laquelle ils sont plongés. Puis, tu sais, en essayant de les accompagner le plus doucement là-dedans, ben, des fois, on est capable d'infléchir la trajectoire. Pas toujours, mais des fois. Tout à fait. C'est quoi la santé pour David Fortin qui traite du cancer à tous les jours? C'est la vie et la qualité de vie. Fait que la qualité de vie, c'est quoi? En fait, je dirais la santé, pour moi, ça se résume à la qualité de vie. Puis la qualité de vie, c'est dire, OK, je suis capable de faire ce dont j'ai envie en tenant compte des restrictions imposées par mon âge. Moi, j'aime courir. Ben, j'aime courir, mais là, à 55 ans, c'est clair que je cours pas mal moins que je courais quand j'avais 40 ans. Hein, mes performances ont diminué. Mais si je suis capable de pallier à ça puis dire, bon, ben, je réduis mes distances, je réduis mon rythme, je suis quand même heureux, ben, je suis en santé, j'ai une belle qualité de vie. Essayer d'être exempt de dépendance, de toutes les dépendances imaginables. Moi, je suis dépendant au Miss Vicky. Hein, je suis dépendant au salé. Okay. Non, mais pour le vrai, là. Okay. C'est impossible pour moi un vendredi soir sans avoir mes chips. OK? Donc, ça, c'est une dépendance. Au même titre que le tabac, l'alcool, le jeu, les gens qui font des drogues. Donc, essayer d'être exempt de dépendance. Puis, tu vois, je viens de te dire que moi, j'avais des dépendances. Fait que je peux bien le prôner, mais je suis victime de ça moi-même. Là. Dis-moi, au plan personnel. Ouais, excuse-moi, vas-y. Non, c'est ça. J'allais juste dire que dans notre société, il y a beaucoup de types de dépendance. Fait qu'essayer d'être exempt de ça autant que possible. Il y a des dépendances pires que d'autres. Là. Tu parlais du sport. Là. Moi, je connais des gens qui sont dépendants du sport. C'est probablement moins néfaste que l'alcool ou la cigarette. Mais ça dépend. Je suis d'accord avec toi. Ça dépend, mais j'allais à dire que ça a des effets néfastes quand même sur leur fonctionnement social, familial, personnel. Les gens aussi qui font des sports à outrance peuvent se blesser, se faire des blessures musculo-squelettiques pour lesquelles ils vont payer plus tard parce qu'ils vont développer de l'arthrose précoce. Puis rendu à 60 ans, fait que, oui, tu as raison, c'est moins néfaste que d'autres dépendances, mais il y a quand même un aspect noir à ça aussi. Là. Tout à fait. Au plan personnel, dis-moi, en ayant dit ce que tu viens de dire, as-tu plus peur des pertes de capacité physique ou intellectuelle? On ne choisit pas, c'est ça, plus intellectuel. Moi, je veux dire, c'est très clair que si je suis vraiment très diminué intellectuellement, ça ne me tente plus de vivre. Là. Okay. Puis, je ne serais pas heureux de me retrouver en chaise roulante demain matin, mais je serais capable de vivre. OK. Fait que c'est plus intellectuel qui m'inquiète, moi, je te dirais. As-tu une devise? Quelque chose que... Ben, plusieurs devises. Tu l'as dit tantôt, doute de tout. OK. Ça, c'est important.
D'abord, ne pas nuire. Ça, c'est une devise professionnelle que j'essaie d'appliquer. Puis encore là, je ne réussis pas toujours. C'est fascinant parce que des fois, je suis avec des patients, puis là, on discute justement des traitements de chimio intra-artériels pour leur tumeur. Ils sont à leur deuxième récidive de leur tumeur. Ils commencent à avoir des impacts fonctionnels de leur tumeur. Puis moi, je leur dis maintenant, là, ouvertement, je leur dis, écoutez, là, moi, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune de pousser pour des traitements, puis ça a été une erreur de faire ça. Fait que je vous demande, pour moi, c'est vraiment important qu'on ait un dialogue qui est toujours honnête chaque fois qu'on se rencontre, puis je vous demande de me le dire si moi, je vous pousse à subir des traitements alors que vous n'en avez plus envie. D'abord, ne pas nuire. Moi, je leur dis aux patients, moi, je suis là pour vous servir. Puis, si je commence à vous nuire, je fais vraiment pas ma job comme du monde. Fait que je m'attends qu'en tant que relation médecin-patient, vous me le disiez. Vous me disiez, hey, là, man, là, tu me nuis. Fait que d'abord, ne pas nuire, ça, c'est, je pense, à la base de tout. D'abord, ne pas nuire, puis doute de tout. Mais tu pars parfois d'avoir traité des patients qui n'osaient pas te dire... Quand j'étais plus jeune, oui. Okay. Je pense que c'est arrivé. Puis c'est pour ça que c'est avec beaucoup de peine que j'ai constaté ça, que c'est arrivé, probablement, parce que moi, je voulais trop pour eux autres. Okay. Puis c'est pas à moi à décider pour eux, c'est à eux à décider. Mais parfois, les patients nous disent ah, docteur, qu'est-ce que vous feriez si c'était votre père ou que feriez-vous à ma place? Puis je me suis fait dire récemment que c'était pas bon, ça. Faut pas répondre à cette question-là. Je sais pas ce que tu en penses, là, mais... En fait, je suis très d'accord avec le fait que c'est pas une bonne idée. Puis moi, je leur revire souvent ça en disant, écoutez, moi, je suis pas à votre place. Ça dépend de ce que vous jugez qui est une qualité de vie acceptable pour vous. Puis je leur donne les deux exemples. Le marathonien, puis le gars qui fait de l'ordinateur à longueur de journée, tous les deux, demain matin, se retrouvent paralysés. Bien, pour le marathonien, ça risque de ne pas être acceptable, alors que pour le gars qui pianote sur son ordinateur, c'est ça son hobby, c'est ça qui lui fait plaisir dans la vie, bien, pour lui, ça peut être plus acceptable. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça très difficile de se projeter dans la définition de la qualité de vie de quelqu'un. Mm-hmm. Puis, tu sais, je leur dis, écoute, réfléchis à ce qui te fait plaisir dans la vie. Imagine-toi dans cette situation-là, puis prends ta décision à partir de ça. C'est pas toujours facile, écoute, parce que parfois, on a un patient devant nous, puis on discute les cas en comité donc, de tumeur, là, puis même en comité de tumeur, il y a une indécision qui en ressort. Nous, on ramène ça au patient, on dit, écoutez, on était une douzaine, puis on n'est pas certain. Tout à fait. Mais ça, c'est excellent de le dire comme ça. Parce que moi, encore une fois, je suis en porte-à-faux par rapport à l'attitude du médecin qui arrive et qui sait tout pour tout le monde, puis qui est très dogmatique. Je pense que ce modèle de docteur-là est en train de disparaître, puis c'est une très bonne chose. Nous, on est des êtres humains, puis il faut être capable justement de partager nos incertitudes avec nos patients. Ça va juste ça fait juste nous ramener au même niveau qu'eux. Puis je pense que ça facilite le dialogue. Puis la prise de décision. La fin de ton livre, tu parles donc de la mort cérébrale, du fait que le cerveau survit peut-être un peu plus longtemps que l'on pense là, à l'arrêt des fonctions cardiovasculaires. Tu parles de 2 écoles de pensée. Là, je pense qu'on pourrait faire un balado seulement là-dessus, mais... Donc, mais tu parles des écoles dualistes et matérialistes. Là, donc, on est dans la spiritualité à la limite. Là, mais où loges-tu, toi, On est dans la philo, là. Ouais. Écoute, quand j'ai commencé ma carrière, jeune en carrière, j'étais clairement un matérialiste. Donc, un matérialiste, ça pense que quand les neurones meurent, ton essence disparaît avec tes neurones. Puis plus je lis sur le sujet, parce que mon 3e livre va beaucoup, beaucoup parler de ça, la conscience. C'est quoi la conscience? Puis plus je lis là-dessus, plus je me dissocie de cette idéologie-là pour m'en aller vers l'approche un peu plus dualiste. OK. Qui dit que c'est pas vrai le cerveau n'est pas capable, on n'est pas capable d'expliquer par le fonctionnement du cerveau l'essence d'une personne. Puis, juste par intérêt, là, pour tes auditeurs, il y a un concours qui s'est soldé tout récemment à New York, là, en mai 2023, donc ça vient d'arriver, un concours entre un neuroscientifique qui s'appelle Christophe Koch, puis un psychologue, quel est son nom? David Chalmers. Ces 2 gars-là s'étaient rencontrés dans un congrès sur la conscience il y a 25 ans, puis ils avaient gagé. Le philosophe, Chalmers, avait dit, dans 25 ans, on ne saura toujours pas comment la conscience est produite dans le cerveau.
Christophe Koch, lui, le neuroscientifique, lui a dit, ben non, t'es dans le champ, on va le savoir. Et là, il y a quelques mois, ces gars-là se sont rencontrés 25 ans plus tard et Christophe Koch, le neuroscientifique, a été obligé de concéder la victoire à David Chalmers et lui a donné une caisse de vin. C'était ça le pari. Et il lui a dit, tu avais raison, on ne sait toujours pas comment la conscience est produite dans le cerveau, mais je te donne rendez-vous dans un autre 25 ans. Et moi, je te parie que dans 25 ans, on n'aura toujours pas cette réponse-là. Mais ultimement, toi, sans rentrer, es-tu quelqu'un de spirituel? As-tu la foi? Je ne suis pas du tout quelqu'un de religieux. OK. Mais je pense que je suis devenu lentement quelqu'un d'un peu plus spirituel, oui, dans le sens que là, maintenant, je pense effectivement que lorsque le cerveau meurt, il persiste quelque chose. Puis, il y a une hypothèse qui circule qui est super intéressante, qui a été mise de l'avant par un physicien qui dit essentiellement que la physique quantique dit qu'il y a des champs de particules dans l'univers. Puis là, il y a des gens qui ont commencé à pousser ça. Ben, peut-être qu'il y a un champ de conscience dans l'univers. Puis que notre cerveau, c'est comme un appareil qui permet de capter cette conscience-là. Puis ça permettrait d'expliquer pourquoi la complexité d'un cerveau, du cerveau humain par rapport à un cerveau de rat, par exemple, permet d'avoir des niveaux de conscience qui sont différents. Puis je te dirais qu'il y a un courant de pensée philosophique qui s'intonise, entre guillemets, cette approche-là qui nous vient de la physique quantique, qui est vraiment intéressante. Donc, on a un sujet pour un deuxième entretien. Hey, puis en fait, comme je te dis, je suis en train de me documenter. J'ai la moitié de mon 3e livre d'écrit, mais il va y avoir 50% du livre qui ne va parler que de ça. Toutes les approches à la conscience. Okay. Comment toi, Jean-Pierre, qui est-ce que tu es? Comment tu es ce que tu es? Comment ton cerveau contribue à ça, mais peut-être que ton cerveau, c'est pas suffisant pour expliquer ça, tu sais. C'est un sujet fascinant et fondamental. Intéressant. Écoute, qui dépasse la science, évidemment. Excuse. Non, c'est bon. Écoute, c'est hyper intéressant. Écoute, qui dépasse la science, ouais. Écoute, on atterrit ça souvent un peu plus tranquillement dans mon balado. Donc, il y a une petite section baguette magique. Donc, puis on va rentrer dans le temps qu'on s'était fixé. Je te laisserai changer une chose dans le système de santé québécois aujourd'hui. Par magie. Aujourd'hui, l'accès. L'accès. Clairement, l'accès. Ouais. Si tu avais une personne à rencontrer dans le monde, vivante ou décédée, pour manger des chips, vivante. OK, oui, t'as le choix. Ouais. Ben, décédé, Platon. Moi, j'adorerais prendre une coupe de vin avec Platon. Puis pour manger des chips, Denis Villeneuve. Okay. Moi, je suis pas mal un amateur de science-fiction. Puis honnêtement, si j'avais à refaire ma vie, je regarde le parcours de Denis Villeneuve, puis je capote sur son parcours. Excellent. 2 bons choix. Okay, ouais. Est-ce que tu supportes une cause, une fondation? Là, c'est un peu égoïste que je vais dire, mais ouais, je supporte ma fondation, qui est la Fondation Cœur en Tête. Tantôt, on parlait c'est une fondation, évidemment, qui soutient le laboratoire de recherche ici sur la recherche sur le cancer cérébral. On parlait des fonds tantôt. Ben, moi, j'ai pas mal de difficultés à faire rouler mon lab. J'ai des fonds, tu sais, je réussis à aller chercher des grants, mais c'est des grants de, par exemple, 125 000 par année, alors que le roulement de mon lab me demanderait à peu près 300 000 par année. Fait que ma fondation me permet de combler en partie ce manque à gagner, là, je te dirais. Tu parlais des difficultés que tu avais eues au niveau de ton laboratoire. Je pense que ça avait été financier à un certain moment. Là, ça avait beaucoup d'argent au début, puis oui. C'est de renouveler les engagements des donateurs qui est difficile parfois. Là. Ben, en fait, c'est le système par lequel tu vas chercher des fonds dédiés, c'est un peu salaud parce que, tu sais, je pense au CIHR, qui est l'organisme subventionnaire canadien. Tu sais, on est allé chercher des gros montants au début. Mon grant, c'était classé premier dans le pays. Là. C'était vraiment super. Puis, évidemment, là, j'ai eu cet épisode-là autour de 2010 où j'ai eu ma séparation. Tu devines que quand tu as une séparation puis tu as réorganisé tes horaires, tu n'es pas le meilleur pour écrire des grants. Mm-hmm. Je n'ai pas été capable de renouveler. Puis quand tu perds un renouvellement, ça, là, c'est sur un bulletin, là, c'est comme la pire chose qui peut t'arriver. C'est comme un E sur un bulletin. Puis ça m'a suivi après. Donc là, on va chercher des fonds, mais dans des organismes subventionnaires avec des fonds un petit peu plus modestes. Okay. Fait qu'on est capable de faire rouler le lab, mais
mais au ralenti. Alors que là, si on avait plus d'argent, je te dis que on pourrait aller pas mal plus vite sur bien des projets. Tu sais. Donc, on mettra l'adresse du fonds là, sur tes notes de balado. Sure. Je te laisse, écoute, on approche la fin, je te laisse le mot de la fin, la dernière pensée. Ou... Ah, ben écoute, je ne sais pas exactement quel est ton auditoire, mais moi, pour tous les gens qui vont écouter le balado, je vais vous faire juste une recommandation. On a parlé d'accès de soins tantôt. On a parlé de comment c'était difficile avec les familles, parfois, de vendre le fait qu'on ne peut pas tout médicaliser, qu'il y a une finitude à la vie, puis qu'à un moment donné, il faut penser à la qualité de vie. Moi, j'encourage tout le monde à commencer à réfléchir à ça. Réfléchissez à ce à quoi vous êtes prêt à laisser aller en termes de qualité de vie pour mettre une limite, une finitude à un moment donné aux soins de santé que vous allez recevoir. Puis comprenez que les soins de santé, la chirurgie, ce n'est pas un palliatif à 100% pour aller regagner cette qualité de vie-là. Fait que je vous encourage à penser à ce que vous trouvez qui est un seuil minimal à une qualité de vie acceptable. C'est ça que je dirais. David, merci. Ben, merci beaucoup, Jean-Pierre. À la prochaine. Ben oui, certain. Avec plaisir. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.